Le crime a souvent un visage reconnaissable. On le retrouve sous les traits de la haine, de la fureur ou alors de la folie apparente. Mais au XIXe siècle, au cœur de la Bretagne, le mal a un masque que personne n'aurait jamais pu soupçonner. Parce que le véritable danger, c'est celui qui vous sourit, qui vous borde le soir et qui vous donne à manger. Cette femme, c'est l'image même de la sainte. Elle est pieuse et dévouée. Les familles bourgeoises s'arrachent ses services pour sa douceur et sa dévotion. Les cuisines et les salles à manger sont ses armes de prédisposition pour apporter ordre et réconfort. Mais observez bien cette main qui vous tend une cuillère. Regardez cette poudre insipide, inodore qui se glisse, grain après grain, dans votre soupe. Hélène Gégado ne cherche pas à tuer rapidement. Elle préfère savourer la vue de votre corps en proie aux douleurs les plus insupportables, sans que personne autour de vous ne puisse comprendre pourquoi. Parce que l'arsenic grignote vos organes, s'attaque aux muscles et foudroie vos reins. C'est une agonie lente où le corps se gonfle de toxines jusqu'à la rupture. Alors que le XIXe siècle s'extasie sur les avancées de la médecine, cette servante analphabète innove la gastronomie française en la transformant en rituel mortel systématique. Pendant près de 2 décennies, elle remplit les cimetières de la Bretagne comme elle remplit les écuelles de ses maîtres et maîtresses à ras-bord. Bienvenue dans ce 2e chapitre sur les monstres du XIXe siècle. Et si le nom de Lalaurie évoque la fureur et le sang, d'ailleurs je vous mets la vidéo dans le petit jusqu'ici ou en barre d'infos, celui d'Hélène Gégado évoque plutôt la mort que l'on savoure, et ce, dans tous les sens du terme. Avant que la vidéo commence, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et commentez un emoji casserole puisque vous allez très vite comprendre le rôle central de cet ustensile dans la manière de procéder d'Hélène. Aujourd'hui, on parle de prédation animale à l'état pur. Alors, est-ce que vous connaissiez cette femme qui a fait trembler la justice française du XIXe siècle? Parce que nous nous apprêtons à rentrer directement dans sa cuisine. La Bretagne du XIXe siècle n'est pas une terre comme les autres. C'est un monde de granit et de brume où l'on ne craint pas la mort parce qu'on la côtoie. Pour la petite Hélène, née en 1803 à Plouhinec, la grande faucheuse, ce n'est pas une allégorie, c'est l'Ankou. Ce serviteur de l'au-delà qui conduit une charrette dont on entend les grincements dans le vent de la lande. À 7 ans, la mère d'Hélène s'éteint, la laissant face à un silence qu'elle ne quittera jamais. Placée avec ses tantes, Hélène devient servante dans l'atmosphère lourde des presbytères où elle apprend le silence bien avant de parler. Entre les murs froids des églises et l'humidité des cuisines, elle apprend. Elle devient cette silhouette sombre et discrète qui connaît les plantes, qui prépare les onguents et qui bientôt connaît la poudre de succession, aussi connue sous le nom d'arsenic. À ce moment-là, le poison est disponible partout, vendu comme mort au rat. Il est blanc, insipide, inodore et surtout, il est invisible, comme Hélène. L'année 1833 marque son premier chef-d'œuvre macabre. Engagée au service du curé François Le Drogo grâce aux recommandations de sa sœur Anna, Hélène ne met pas longtemps à sévir. En moins de 3 mois, c'est 7 cercueils qui passent le seuil et c'est Anna, la sœur d'Hélène, qui inaugure la liste. La jeune servante reste au chevet des mourants, une cuillère à la main et un bol de bouillon tiède dans l'autre. Mais derrière son dévouement et son inquiétude se cache une curiosité lorsqu'elle regarde la peau s'affiner, bleuir, le corps se consumer de l'intérieur. À chaque décès chez le curé de Guernes, elle s'effondre sur le parvis de l'église en hurlant que la main de la mort s'est posée sur la maison. Les villageois considèrent Hélène comme une victime collatérale parce qu'elle utilise la superstition à son avantage. Alors on la plaint et surtout on l'admire parce qu'elle est la seule à rester debout lorsque tout le monde s'effondre. Et en effet, qui aurait pu se douter de ses passe-temps macabres lorsqu'elle est celle qui pleure le plus aux enterrements, quand elle ferme les yeux des défunts avec une douceur infinie? Parce que pour elle, le presbytère, ce n'est plus la demeure de Dieu. C'est l'antichambre de l'Ankou, et elle en est la fidèle servante. Pendant 18 ans, la Bretagne devient le terrain de jeu macabre d'Hélène Gégado. Inarrêtable, elle passe de Loré à Pontivy, de Hennebont à Rennes, en laissant derrière elle une traînée de corps dont les liens restent invisibles. Parce qu'en effet, dans ces maisons bourgeoises, elle n'est qu'une silhouette en tablier, une femme du bas peuple au service de ses maîtres et maîtresses. Après le carnage de Guernes, elle rejoint la ville de Bubry. Là, elle entre au service du curé Raphaël. Et en seulement quelques semaines, la nièce du curé et une de ses servantes s'écroulent, les entrailles rongées par l'arsenic agressif.
Hélène est d'un méthodisme maléfique puisqu'en effet son empoisonnement est sélectif. Elle ne va pas empoisonner le curé, qui est son gagne-pain, mais plutôt tout son entourage afin de s'ériger en seule maîtresse du logis. Elle observe la nièce agoniser, savourant la vue de ses muscles se paralysant petit à petit. Et bientôt, la pauvre enfant est paralysée, prisonnière de son propre corps qui brûle. D'une main, Hélène lui caresse le front, et de l'autre, elle nettoie la tasse qui contenait le poison. Après son décès, les médecins, comme à leur habitude, concluent à une pétrification des entrailles. La servante de l'Ankou continue ses sinistres dessins et passe de famille en famille tous les 200, puisqu'il s'agit du laps de temps dont elle a besoin pour réaliser ses massacres. En 1835, elle rentre au service de la famille de la veuve Lauré. Et là, sa monstruosité gagne en nouvelle saveur, puisque cette fois-ci, ses meurtres vont lui servir une nouvelle ambition, voler la vie des autres. Elle empoisonne la veuve, puis elle s'attaque à la fille. Alertés par les cris de la petite agonisant au premier étage, les voisins surprennent Hélène au rez-de-chaussée en train d'essayer les robes de la mourante. Quand la mort survient enfin, Hélène pleure tellement au convoi funèbre qu'on finit par lui léguer les vêtements de la défunte par pitié. Ici, ce qui devient clair, c'est qu'Hélène n'a absolument aucune empathie puisqu'elle attend tout bonnement que la place se libère afin de littéralement revêtir la peau de ses victimes. Chez les Le Boucher, sa monstruosité atteint son paroxysme et malheureusement c'est la petite Marie-Jeanne, 10 ans, qui en fera les frais. L'arsenic détruit les reins de la pauvre enfant. Elle ne peut plus uriner, son corps gonfle et sa peau se teinte d'un jaune presque maladif. Elle supplie pour avoir de l'eau, mais Hélène lui sert seulement du lait avec du sucre et de l'arsenic. Pourquoi ? Eh bien parce que le goût du lait permet de camoufler l'aspect métallique de l'arsenic. C'est pas un mode d'emploi. Marie-Jeanne meurt à la suite de spasmes musculaires particulièrement intenses. Son dos est arqué à l'extrême, sa colonne vertébrale est aussi dure que du granit et sa tête est rejetée en arrière, figée dans un sourire étiré jusqu'à l'extrême. Son corps est l'image même de la tension. Son cœur ne tient pas le choc et elle meurt en seulement quelques jours. Après ce décès, Hélène finit par dire que la mort la suit et que c'est une femme maudite. Et c'est ça son alibi ultime, c'est qu'elle transforme ses actes en une fatalité quasi mystique. Elle cultive sa propre légende noire, comme la victime d'une malédiction divine. En 1848, Hélène pose ses bagages à Rennes. Le temps a fait d'elle une machine à tuer particulièrement redoutable. Néanmoins, quelque chose a changé. Elle a perdu toute prudence. Elle ne tue plus par nécessité ou pour voler, mais par gourmandise macabre. Son terrain de chasse finale, c'est la demeure du professeur Théophile Bidart, un scientifique doyen de la faculté de sciences à Rennes. Dans cette maison bourgeoise, Hélène règne en tyran sur les cuisines. Elle est devenue colérique et imprévisible. Personne n'a le droit de toucher à ses fourneaux. La cuisine, c'est devenu son sanctuaire morbide personnel et personne n'est à l'abri. Elle finit par s'attaquer à ses compagnes de service, Rose Tessier et Françoise Legré. Elle continue de se délecter de l'agonie de ses victimes en distillant l'arsenic avec une précision chirurgicale. Le calvaire de Rose Tessier durera des semaines, parce qu'Hélène prend plaisir à voir ses poignées de cheveux tomber sur l'oreiller, à observer ses ongles noircir puis se détacher comme des écailles mortes. Elle observe, attentive, la peau devenir translucide tant elle s'affine. Et c'est avec un plaisir lugubre qu'elle fantasme le fait de voir l'arsenic circuler à travers les veines de sa victime. À ce bonheur funeste s'ajoute une arrogance acquise au prix d'un sentiment de toute puissance quasi divin. Hélène s'érige en prophétesse de ses propres crimes. « La pauvre Rose, elle ne passera pas la nuit », murmure-t-elle au professeur Bidart. Et par miracle, quelques heures après, Rose passe l'arme à gauche, confirmant ce que Hélène avait dit comme si elle l'avait ordonné au destin. Cet orgueil, ennemi silencieux du monstre, l'amènera à sa propre perte, puisque le professeur Bidart finit par noter cette anomalie statistique impossible. Tout être qui rentre dans la sphère d'Hélène Gégado trépasse. Et cette observation mènera la faucheuse culinaire à choisir la victime de trop, qui n'est autre que la mère du professeur, une vieille dame âgée de 83 ans. Pour Hélène, il ne s'agit que d'un autre corps à observer mourir, mais pour le professeur, c'est la fin du déni. La mort ne frappe pas au hasard dans sa maison, elle y est invitée. Alors stratège, il ne dit rien, il observe. Et le faux pas arrive à la mort de sa dernière domestique, Rosalie Sarrazin, en 1851. C'est ici que la science rattrape la superstition. Théophile Bidart demande à ses confrères, les docteurs Baudrel et Blanchet, de chercher ce que la nature ne peut expliquer.
Et lorsque l'estomac est ouvert, la vérité leur saute aux yeux. Les entrailles sont calcinées, brûlées par une substance qui n'a rien de naturel. Et les analyses révèlent des doses massives d'arsenic. L'arrestation d'Hélène provoque une onde de choc à travers toute la France parce que la justice réalise que le cas de Rosalie ne serait que la partie émergée de l'iceberg. Et c'est pour ça qu'elle ordonne une campagne d'exhumation à travers toute la Bretagne. Sous la pluie fine des cimetières du Morbihan, on déterre des cercueils clos depuis des années. Et pourtant, ils sont intacts. L'arsenic a momifié les chairs de l'intérieur, pétrifiant les organes et empêchant le temps de faire son œuvre. Les victimes d'Hélène sortent de terre comme si elles attendaient de pouvoir témoigner. Elles sont là, offrant leurs entrailles saturées de poison aux yeux des experts. Le procès s'ouvre à Rennes le 6 décembre 1851. Hélène Gégado reste de marbre. Elle ne craque pas, elle n'avoue rien. Elle oppose un mépris souverain aux preuves scientifiques et clame être la victime d'un sort ou d'une malédiction. Mais le verdict est inéluctable, c'est la mort. Alors le 26 février 1852, sur le champ de Mars de Rennes, la guillotine met fin à 18 années de carnage. Hélène Gégado monte les marches dans une indifférence totale, emportant avec elle le secret du nombre de ses victimes, que l'on estime aujourd'hui à 60. Écoutez, on arrive à la fin de ce voyage dans les cuisines de la mort. Et même si Hélène Gégado n'avait pas les mêmes moyens que Delphine Lalaurie, elle avait quelque chose de bien plus puissant de son côté, c'était l'invisibilité du quotidien. Et je trouve ça fou, parce que les gens voyaient bien que tout le monde mourait autour d'elle, et pourtant, au lieu de se dire qu'elle avait quelque chose à voir avec ça, dans le sens une action active, ils se sont dit que c'était un sort ou une malédiction. Également, je trouve ça terrifiant, l'absence de limite qu'elle avait vis-à-vis de ses victimes. C'était des hommes, c'était des femmes, c'était des enfants, sa propre sœur. Je trouve ça fou. Écoutez, on se retrouve dans 2 semaines pour le 3e épisode de cette série. Cette fois-ci, on passe les frontières de la France pour arriver en Écosse, où nous allons côtoyer le duo le plus mortel du 19e siècle. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, et que ce soit sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok et dans l'onglet communauté de YouTube, je vais vous poster des thématiques et vous allez pouvoir voter pour choisir la prochaine thématique que j'aborderai. Donc surtout, ne manquez rien et abonnez-vous. Pour finir, dites-moi dans les commentaires. Donc, on a côtoyé les chaînes de la Nouvelle-Orléans, la soupière de la Bretagne. Moi, je veux savoir laquelle de ces 2 personnes vous terrifie le plus. Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Je vous souhaite une excellente semaine, une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. Et sur ce, c'est une fin de tournage.